Bien, écoutez, je propose que nous débutions. Ce sont les aléas du direct. Ça, c'est dit quand il y a un manque de presse internationale. Mais je pense, est-ce que c'est bon pour vous à communiquer? C'est bon. On va débuter. Donc d'abord, je salue l'ensemble de mes collègues. Je salue le public qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Je commence par les pouvoirs. Donc, Madame Baranès donne le pouvoir à Madame Chélan et M. Tafourou donne pouvoir à M. Marcel Devaux. Le premier point à l'ordre du jour commande la désignation d'un secrétaire de séance. Et j'ai reçu un mail dans la famille de M. Henri Mérignac qui s'est absolument pour cette soirée mémorable. Je le voulais vraiment. Voilà, donc si d'aucuns conviennent à l'unanimité que j'imagine, merci Henri d'accepter cette lourde tâche. Finalement, il n'est pas pour. Ah, il y a une fronde sur ma droite, mais je vais pour une fois l'imposer. Deuxième point à l'ordre du jour, donc l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 septembre 2018. Y a-t-il des questions concernant ce procès-verbal? S'il n'y en a pas, je les au voix. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Je viens à présent sur le fond la parole à M. Malmassari pour nous rendre compte des travaux de la CLET touchant au dossier dit de la GEMAPI. Vous avez la parole, monsieur Malmassari. Donc il s'agit d'approuver le rapport de la CLET concernant la GEMAPI. Donc la GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et prévention d'inondation. Je dis bien prévention, hein. La GEMAPI ne gère pas la gestion des inondations. Donc en 2018, c'est devenu une compétence communautaire. Alors, la compétence, c'est pour 4 grands items, au tableau. L'aménagement des bassins versants, d'une fraction des bassins hydrographiques. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac, rue. La défense contre les inondations, contre la mer, bon, dans la région, là-dessus, on est tranquille. Et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines. Donc on va peut-être revenir un petit peu dans le détail sur le slide suivant, sur les bassins versants. Donc, vous pouvez passer au suivant, les slides. Donc ici, nous avons 12 bassins versants sur la communauté. Donc le bassin versant, c'est l'ensemble des eaux qui convergent vers un même endroit, c'est-à-dire les rues. Et nous avons 4 unités hydrographiques, donc ça c'est plus environnemental, c'est tout ce qui concerne les prélèvements hydrobiologiques, les fiches de polluants, les phytosanitaires, la faune et la flore. Donc ces 4 points hydrographiques, par exemple, il y en a 2 qui sont situés à Melun, un sur l'Allemont et un sur le pont Saint-Ambroise. Il y en a un qui est fixé à Saint-Fargeau-Pontivy et un autre à Pringy. Donc voilà, c'est une configuration des bassins versants. Après, une autre donnée, c'est la situation de la Quinte sur les linéaires. Donc on avait ici demandé à ce qu'on nous fasse un linéaire des rues et de la Seine. Rue et rue, pas les rues circulation. Et là on voit par exemple sur rue Pénil, nous avons donc 22 km de rue. Alors attention, ici on raisonne en berge. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut vraiment la longueur d'une rue, il faudrait diviser par 2. Parce qu'il faut avoir une berge qui est sur un bassin versant et une autre berge sur un autre bassin. Donc pour mieux isoler, on raisonne en berge. Et donc on a 22 km de berge et nous avons 2 km à peu près de bord de Seine. Alors on peut constater qu'il y a des villes effectivement qui n'ont ni rue ni bord de Seine, comme ici. Chanvois, Montreux sur le Jard, Boissette n'a pas de rue. Voilà à peu près sur le linéaire, c'est important de rappeler la configuration du système. Donc sur le territoire concerné, le territoire concerné concerne bien toutes les communes de l'agglomération, les 20 communes. Et donc on a fait une étude pour l'évaluation des charges. En principe, c'était assez simple, puisque globalement c'était le montant des cotisations syndicales. Il y a toujours des syndicats, donc les villes cotisaient à ces syndicats, et en fin de compte, on a fait le transfert de charges, ça se résume globalement uniquement aux cotisations. Pour faire un petit point quand même où on en était avant, vous voyez qu'il y avait 6 syndicats qui regroupent 12 communes. Donc il y a 2 syndicats ici,
deux syndicats, là, qu'on voit, qui ont été dissous. Donc le syndicat de Rueil-Loisenon, qui est le CIVU du Jard. Alors le CIVU, c'est un syndicat intercommunal à vocation unique. Donc dissous celui-là, celui du RUC du Jard, et puis celui du CIVU des Autres. Donc ça, c'était dissous en 2018, mais ça veut dire que la cotisation syndicale existait en 2017, donc elle a été comptée dans le transfert de charges. Le SIARS, qui est Saint-Fargeau-Ponthierry, là c'est l'unique syndicat qui concerne les rives du bord de Seine. Et donc après nous avons la SAGEA, de Saint-Fargeau-Ponthierry et Pringy, qui est dans une démarche de fusion avec le CIVU de la Mare aux Ébés, qui concerne Bois-le-Roi, Damarie-les-Lys, La Rochette et Villiers-en-Pierre. On est là, oui. Et puis nous avons Volpénil, en fin de compte, qui s'est remodifié, puisqu'en fin de compte on a intégré le syndicat du bassin de l'Anqueur et le syndicat du rue de la Vallée-Janou. Et donc maintenant on a 4 villes. Alors le point important, c'est que vous voyez qu'ici il y a quand même 8 villes, donc Seine-Port, Cossé-de-Bertrand, Montour-sur-le-Jard, Saint-Germain-d'Axy, Melun, Levée-sur-Seine, Nancy et Poissy, qui ne cotisaient aucun syndicat. Donc c'est ce qui a posé un petit peu le problème au moment du transfert de charge. Le slide suivant, on revoit un peu la configuration au 1er janvier 2018. Donc toutes les villes encadrées en rouge sont les villes qui ne sont plus couvertes par un syndicat. Il y a les 8 villes qu'on vient de voir, plus les 4 où le syndicat était dissous. Ça fait quand même vite, ça fait 12 villes sur 20 qui aujourd'hui, en 2018, ne sont plus couvertes par un syndicat. Et la situation qu'il y aura en 2019, on va regrouper. Vous voyez qu'il y aura un syndicat unique ici qui regroupera toutes les communes du sud de la communauté et un syndicat au nord, le SNQGV, c'est le syndicat des Cavaliers, qui regroupera toutes les communes du nord. Et il sera conservé donc le SIARS, qui est le seul syndicat qui concerne les berges de Seine. Donc, probablement qui s'étendra évidemment à toute la Seine qui traverse le Meurthe. Alors, lors de la première commission de la clé, ça raconte, ça a été simple. On s'est réunis et on a constaté effectivement que ça a été un tollé, puisqu'en fait il y avait 8 communes qui n'avaient déclaré aucune charge. Donc ça a posé un problème, surtout que Melun n'avait déclaré aucune charge. Donc ça n'a pas plu à beaucoup de communes qui ont estimé que Melun, qui a des rives de berges, qui a des berges au niveau de la Seine assez importantes et qui a le rue de l'Allemand. Et donc ça a été constaté, donc on a annulé la commission et on a retravaillé sur plusieurs scénarios. Donc on a fait un travail, on a proposé trois scénarios. Un scénario identique à celui qu'on a proposé, on a fait des amendements. Il y a Melun qui a trouvé d'un seul coup des charges, donc qui a mis je crois 8 ou 9 000 euros. On a abandonné les charges pour Ponthierry sur le SIARS, puisque c'était le seul syndicat des berges de Seine, donc on a estimé qu'il était le seul syndicat, on voulait le supprimer, et ça sera pris en charge par la communauté. Et surtout, on a décidé d'avoir une attribution de compensation dérogatoire, c'est-à-dire que dès l'instant où on va instaurer la taxe GEMAPI, parce qu'il y aura une taxe GEMAPI, toutes les charges seront annulées. Ça, c'était la condition. Donc ça se fera peut-être dans 2 ou 3 ans, ça ne se fait pas pour l'instant. Et on a fait un deuxième scénario, on a pris un ratio de toutes les villes qu'on déclaré, on a fait un ratio du coût en euros par mètre linéaire, où on l'appliquait aux communes qui n'avaient pas déclaré. C'est ce qui s'était fait pour le transfert des zones d'activité. Bon, ça a été refuté, puisqu'en fait, on constatait beaucoup d'écarts. Et il y avait un troisième scénario, on appliquait le ratio en euros par mètre linéaire au nombre d'habitants de communes, et là sur toutes les communes. Donc ça nous paraissait assez équitable, puisque on répartissait sur les communes. Donc on a voté, et finalement c'est le scénario 1 qui est resté. Alors, à très peu, puisqu'en fait, je crois qu'il y a eu 15 voix pour le scénario 1 et 14 voix pour le scénario 3. Moi personnellement j'étais plutôt favorable au nombre d'habitants, je trouvais que c'était plus équitable. Et donc on revoit donc en finale le prochain slide, voilà les cotisations qui se trouvent. Alors effectivement, en voyant le tableau, on voit tout de suite les communes qui ont voté pour le scénario 1 et ceux qui ont voté pour le scénario 3. On voit Villiers-en-Pierre à 21 133 €, il y a une ville qui doit faire à peu près 150-200 habitants. Ils ont une cotisation de 21 133 €. Donc eux, ils auraient eu un intérêt finalement à cotiser le nombre d'habitants. Dans ce cas-là, ils auraient payé 191 €. Mais on s'est heurté évidemment aux villes un peu comme Melun qui paye 8 394 €. Et si on l'avait fait aux habitants, il serait à 33 000 €. Le mai qui n'a rien déclaré,
serait à pratiquement 17 millions. Donc de peu, mais de peu, à une voix près, c'est le scénario 1 qui est resté, donc c'est le scénario qui est proposé. Pour toutes les villes. Donc vous voyez qu'il reste quand même 1, 2, 3, 4, 5 villes, 6, 7 villes qui n'ont pas déclaré. Donc je rappelle que dès l'instant que la taxe GEMAPI sera levée, toutes ces attributions-là vont disparaître. Donc les communes ne paieront plus ça. Et ce sera la taxe GEMAPI qui prendra le relais. Alors deux mots sur la taxe GEMAPI. La taxe GEMAPI, il n'y a aucune obligation de lever une taxe. La communauté peut faire ses investissements sur son budget propre. Par exemple, en 2019, on a déjà provisionné 700 000 € pour faire des rives de Seine au niveau de Pontier. Et comment ça se passe pour la GEMAPI? La communauté, par exemple, peut décréter de fixer un montant, elle fixe un montant, mais un montant qui va mettre des projets en face. Après ça, c'est communiqué au Trésor public, c'est lui qui fixe les taux. Alors, le maximum que peut lever la communauté, c'est 40 € par habitant. Ce qui fait 225 000, ça peut vous faire 5 millions. Ça ne veut pas dire que chaque habitant va payer 40 €. Et en faisant, l'impôt il est levé, l'impôt il sera fait sur la taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti et la CFE. Et si on fait une prospective, il y a eu des simulations qui ont été faites. Par exemple, si la communauté décide de lever 1,5 million, 1 500 000 €, le locataire au niveau de la TH, il paierait 11,89 € en plus. Le propriétaire, entre la TH et le foncier bâti, il paierait 12,36 € en plus. Vous voyez, la différence est minime, mais c'est parce que le foncier bâti de la communauté est très faible. Et par contre, les entreprises, entre TH, foncier bâti et CFE, ils paieraient 109 €. Vous voyez que la GEMAPI sera en grande partie financée par les entreprises. Voilà, donc pas de taxe GEMAPI en 2019. On peut prendre le pari qu'il y en aura en 2020. Et en 2021, la communauté décidera. Parce qu'à un moment donné, il est évident qu'elle sera. Alors, pour que ce soit clair, si la taxe GEMAPI est levée, le produit de la taxe GEMAPI ne peut servir qu'aux fonctions de GEMAPI. Il est hors de question d'avoir un mélange avec le budget. A l'inverse, le budget général peut financer la GEMAPI quand cette taxe n'est pas levée. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver ce transfert de charge qui est normalement le dernier de la mandature. Merci M. Malmassari. Y a-t-il des questions concernant donc ce rapport définitif de la CLET, à la GEMAPI, et la perspective d'avoir une neutralité fiscale au moins sur 2 ans? Pas de questions? Eh bien, je mets aux voix ce rapport de la CLET. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Une voix contre. Une voix contre. Et pourquoi? À cause du choix des répartitions. C'est-à-dire Le choix des. Parce que le fait que ce soit pas traité en fonction du nombre d'habitants. Ah oui, sur la base du critère. Oui, critère. J'ai eu il y a eu une présentation très, très correcte, très claire, etc. Une critique des critères, pourquoi je voterai pour ce texte qui reprend en compte des critères qui ne conviennent pas et qui ne conviennent pas non plus à M. Malmassari et à la commune de Montpellier. C'est un choix, oui. Mais bon, après, il y a eu un vote sur la commission. Et tout le monde était présent, enfin, toutes les villes étaient présentes. Donc, une voix contre. Le rapport est adopté. Vous avez la parole, M. Malmassari, à présent, pour poser la budget communal, la décision modificative numéro 3. Alors, oui, la décision modificative numéro 3. Sur les sections de fonctionnement en dépenses, donc nous avons sur le chapitre 011, nous avons classique de moins 955 €, puisqu'on verra plus loin, ils ont été transférés en section d'investissement. C'est toujours les écoles à qui on donne une dotation au fonctionnement, et suivant leur utilisation au cours de l'investissement, on transfère. Sur le chapitre 66, ce sont les ICNE, les intérêts communaux échus, donc c'est le rattachement de l'emprunt 2018 pour 8 235 € pour lui. Donc ça, c'est toujours des écritures d'ordre, enfin des écritures, c'est pas décaissé, mais à un moment donné, on récupère toujours les ICNE. En chapitre 23, c'est le transfert sur la section d'investissement, 21 845 €, qui fait un total de dépenses de 29 855 €, 0,8. En recette de fonctionnement,
Nous avons donc le résultat de fonctionnement du reporté du terre de Chérizy, on verra plus loin, c'est la délibération de l'annulation du budget du terre de Chérizy. Donc un an après, on peut récupérer l'excédent, et donc c'est ce qui se passera, c'est la prochaine délibération. Donc 29 855 euros. Donc recette égale dépenses, évidemment, nous sommes équilibrés. En investissement, donc nous retrouvons les 955 euros qui sont dépensés par les écoles, principalement pour l'achat d'iPad. Il y a du mobilier, aussi 4 chaises à Romain-Roland, et aussi du mobilier à Rochon, une table et puis 15 chaises. Donc 955 euros. En chapitre 23, 36 970, c'est les avenants au contrat de bébé gantier de l'accueil périscolaire. On va voir aussi les avenants plus loin dans les prochaines délibérations. Donc 36 978 et moins 7 898 qui est l'annulation des travaux qu'on avait prévus pour demain. Ça fait un total donc de 21 845 en investissement en dépenses. Et en recette d'investissement, on retrouve le virement de la section de fonctionnement de 21 845 euros, donc ce qui fait encore une section d'investissement équilibrée. Je vais vous demander d'approuver cette décision modificative. Y a-t-il des questions concernant cette décision modificative? Je mets donc en voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions. Je vous remercie. Le rapport est le budget est adopté. Toujours pour vous, monsieur Malmassari, puisqu'il s'agit d'un enjeu budgétaire, donc l'intégration du résultat du budget annexe du terre de Chérizy dans le budget de la commune. C'est ce qu'on a vu juste avant en décision modificative. Donc, on vous rappelle que l'adoption du compte administratif du budget annexe du terre de Chérizy au 31 décembre 2017, donc on a annulé le budget, et vu la dissolution du budget qui est intervenue, donc un an après, on peut récupérer l'excédent qui figurait sur ce budget. Donc l'excédent est de 29 855,08 euros, et donc cet excédent sera reversé sur le budget général. Et le terre de Chérizy au niveau budgétaire. Donc je vous demande d'approuver ce virement. Y a-t-il là aussi des questions sur ce solde? Est-ce que cette recette est inscrite au budget de la commune? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? C'est adopté. Monsieur Malmassari. Oh, je vous demande pardon. J'ai un moment je tente les excuses de l'opposition. Donc 5 abstentions sur l'intégration au résultat. Monsieur Malmassari, sur la création d'une billetterie dite de secours, vous avez expliqué les tenants et les aboutissants. Donc c'est une demande de la trésorerie générale qui a souhaité de créer une catégorie de tarifs pour la billetterie de secours nouvellement mise en place au cinéma pour pallier tout incident avec la billetterie principale informatique. C'est purement technique. Et donc, en fin de compte, les tarifs sont absolument identiques. On avait besoin de délibérer pour encaisser. Si. Spectacle vivant. Spectacle vivant. Spectacle vivant. C'est pas cinéma. Non, c'est pas cinéma. Le cinéma aura sa propre solution de recours au cas où. Ça fait espèce de voir c'est Ça, c'est sûr. Effectivement, c'est spectacle vivant. Voilà, donc on vous demande de délibérer sur cet aspect technique imposé par la trésorerie générale. Y a-t-il des questions? Maintenant que la précision a été faite sur la nature de la billetterie, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions. Monsieur Malmassari, pour des demandes de subventions auprès de l'État au titre des programmes que nous envisageons sur les groupes scolaires, Jean-Robert Bouchon et Romain Ralland. Oui, donc vous savez que l'entretien courant, parfois il ne suffit plus avec la dégradation des deux cours liés aux élèves de la maternelle des groupes scolaires Jean-Robert Bouchon et Romain Ralland. Donc la ville souhaite rénover ces revêtements afin de garantir la sécurisation intérieure et offrir de bonnes conditions d'accessibilité aux enfants. Donc, à travers la DSIL, qui est la dotation de soutien à l'investissement local, on a fait une demande de subvention qu'on a mis au maximum, autour de 80%, et dont les montants sont les suivants. Donc, pour Rouchon, le coût des travaux est à 85 921 euros hors taxe. Alors, c'est uniquement le revêtement, hein, on ne parle pas des jeux qu'il y a sur le revêtement. Et donc un taux de subvention de DSIL à 80%, ce qui nous fait un montant de subvention de 68 736,80 euros.
Et pour la cour Romain Roland, un montant hors taxe de 82 040 euros, toujours un taux de subvention de 80%, une fin de subvention de 65 632 euros. Donc on confirme l'inscription du budget 2019 d'un montant de 201 523,20 euros TTC pour l'éducation civique. En tout cas, nous confirmerons, ça ne présage pas de nos débats budgétaires, évidemment, mais au nom de la majorité, il y aura des valorisations budgétaires en début d'année suivie de l'adoption de notre budget fin du trimestre 2019. En tout cas, voilà, c'est une préfiguration de la part de la majorité du Conseil d'inscrire ces montants au titre de notre programmation dans les écoles. Et comme le dit M. Malmassari, qui ne présage pas non plus d'un autre aspect, mais qui n'est pas éligible à des subventionnements, concernant bien sûr le changement des jeux, puisqu'il y a quelques jeux qui pour certains sont en bon état, mais d'autres à mon avis qui eux nécessiteront d'être complètement changés, voire peut-être simplifiés. On en parlera avec la communauté éducative au sens large pour savoir quels sont les meilleurs jeux, d'autres ont été inventés depuis, qui pourraient peut-être répondre à d'autres enjeux que strictement ludiques. Y a-t-il des questions concernant ces délibérations et ces bons chiffres cette fois-ci? Il n'y en a pas, je les vois. Y a-t-il des voix contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Malmassari, toujours. Merci. Concernant cette fois-ci un avenant au marché sur les travaux que nous avons réalisés dans le préau de l'école Beuve-et-Gantier et les bâtiments annexes, pardon. Déjà, donc, on l'a vu, donc le montant, on l'a vu dans la décision modificative. Donc ça concerne le lot numéro 1, c'est l'installation de chantier, démolition, gros œuvres, maçonnerie. Et le lot numéro 3 pour l'agencement des cloisons, plâtrerie, sol, peinture et menuiserie. Donc pour le lot 1, donc il a été modifié. Des fondations au niveau des ancrages de la mezzanine. On a dû effectivement aller plus en profondeur, on ne peut pas en mettre en plus. Donc c'est du renforcement des ancrages, en montant de 3 358 euros. On a dû sur la chape ciment. Alors, on était surpris par la hauteur de la chape, par contre il y avait du délitement sur cette chape parce qu'elle n'était pas assez épaisse, donc elle a été refaite. Une modification du réseau d'emballage pour incorporation des réseaux CVC. Les réseaux CVC, c'est chauffage, ventilation, climatisation. Alors c'était hors marché. On avait constaté qu'en fin que les tuyaux devaient passer devant des portes, plutôt que de rentrer le tuyau ou ressortir. On a fait un nappage en dessous la dalle, et donc pour un coût de 2158 euros. Ça, c'est plus uniforme. Et on a eu le ravalement partiel au droit de la zone défraîchie. Effectivement, sur l'extérieur, on avait une fissure sur la paroi. Donc on a défissuré, je ne sais pas si vous le dites, pour 2288 euros. Sur le lot 3, nous avons l'isolation phonique et thermique au-dessus du fond plafond en bois. Donc on a rajouté, vous savez que le plafond en bois il est ajouré, et donc on a rajouté une isolation phonique, un tissu noir au-dessus du plafond en bois, et ça permet aussi d'éviter tout le délitement des petites parcelles qui pourraient tomber, et donc ils sont derrière le rideau noir. L'emballage des murs, sur l'existant on avait une fibre, en fait on était fibré les murs, ils n'allaient pas jusqu'au sol. Donc au moment d'enduire c'était un peu embêtant, donc on a dit renduire tout partout pour égaliser parfaitement les choses. Donc pour un coût de 7670 euros. Et la reprise du faux plafond bois, parce qu'on a dû renforcer pour les lumières, on a dû renforcer un peu le structure. Donc ce qui fait que pour le lot 1, nous avons une plus-value d'un avenant de 10 832,01 euros TTC, qui fait 6,1% par rapport au marché. Et pour le lot 3, nous avons 26 145,60 euros pour TTC, qui fait 12,71% pour le lot 3. C'est donc un total de 36 977 euros. Et donc ça faisait partie de la décision modificative qu'on a vue précédemment en investissement. Donc il vous est demandé d'autoriser M. le maire à signer ces avenants. Alors c'est la société SME Construction pour le lot numéro 1. Et la société EEP qui est Brévan pour le lot numéro 3. Y a-t-il des questions concernant ces avenants correspondant à des dépassements des chantiers modestes, des criminels? Il n'y en a pas. Je les vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions. Adopté, je vous remercie.
Monsieur Mamassari, sur un rapport sommaire suite à la réunion touchant à la commission consultative des services publics de l'eau au titre de l'année 2017. Oui, donc on va passer, donc c'est le rapport de la commission consultative, je l'ai simplifié effectivement, parce que le rapport va faire 61 pages. Oui, présentation simplifiée du rapport d'activité 2017 du délégataire de service de l'eau. Donc je rappelle que c'est une présentation générale, donc le contrat de c'est Volpénil, le périmètre du service c'est Volpénil, c'est la nature de contrat, c'est de l'affermage, c'est un contrat pour lequel le délégataire s'engage à gérer un service public à ses risques et périls, qui rémunère directement auprès des usagers. Par contre, c'est la collectivité qui assure les investissements. Si le délégataire devait assurer les investissements, on serait en concession. En général, les concessions, puisque les investissements ont des durées beaucoup plus longues, 25-30 ans. Le temps d'amortir justement les investissements. Donc, date du début de contrat en 2014, fin 2025, nous on l'avait fait sur les délégataires, c'était des lots de meubles. Alors, on va passer. Voilà, oui, je ça aussi. Donc l'essentiel de l'année, vous voyez que les habitants desservis, on en a 11 057, les abonnés 3 339, le volume mis en distribution 721 000 euros, mètres cubes, et le volume vendu 574 000 mètres cubes. Donc on imagine déjà les pertes, on va voir plus loin, les pertes assez importantes. Consommation moyenne 122 litres par habitant par jour. La moyenne se situe à peu près entre 137 et 150 litres par habitant par jour. Alors, les chiffres clés, donc on a 55 km de canalisation, nombre d'installations de production de produits par l'eau, donc de toute façon on l'achète à Melun. Nous n'avons pas de station de surpression et nous avons le nombre de réservoirs, ils n'ont rien mis complètement pour la terre de Cherisy qui fait 3000 mètres cubes, mais comme il doit distribuer de l'eau au secteur, je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas intégré dans l'essentiel de l'eau. Au niveau des analyses microbiologiques, 100% conformes. Alors, le microbiologique, c'est la recherche des micro-organismes qui sont susceptibles de porter des maladies, comme le salmonelle, la listeria. Les analyses physico-chimiques, alors ça, c'est des substances susceptibles de provoquer des maladies, mais à plus ou moins long terme. C'est genre, bon, est-ce qu'il y a du chlore, est-ce qu'il y a du plomb dans l'eau, c'est des maladies qui se développeront beaucoup plus tard. Donc, tout est conforme, 100%, 100%. Alors, le petit graphique, justement, sur la synthèse des flux volumes. Donc, vous voyez que la production, elle vient de Melun. Voilà. Alors, ici, on ne revend rien du tout. Et la mise en distribution, donc, elle est de 721 012 mètres cubes. Et donc on voit tout de suite la bifurcation sur les pertes, effectivement ici, qui sont énormes, puisque 146 834 mètres cubes de pertes en 2 jours. Donc ce qui fait que la consommation autorisée est de 534 138, c'est la consommation redistribuée, donc qui est comptabilisée, c'est 557 841, c'est l'usage domestique, et vous avez une consommation sans comptage, qui est très importante, puisqu'elle est de 16 297. 16 297, tendance à vouloir dire euros, mais non, c'est des mètres cubes. Et bon, là, on voit tout de suite que c'est effectivement aussi les gens du voyage qui vont énormément influencer le rendement, parce que c'est pas négligeable, 7 000 mètres cubes sur le rendement. Voilà, donc on peut passer au slide suivant, et là vous avez donc les consommations. Alors, vous voyez bien que les consommations, vous avez 554 000 qui sont les domestiques ou assimilés, et autres que domestiques, nous avons 19 568 mètres cubes. Alors, ils sont au nombre de 4, c'est 4 entreprises qui sont directement reliées à l'agence de l'eau, c'est pour ça qu'elles sont autres que domestiques, et finalement c'est des entreprises qui cotisent pour la pollution. Donc on retrouve Généris, là, 3 abonnements Généris qui est sur le Smiton. Et l'autre entreprise, c'est Annie, qui cotise aussi pour la pollution. Donc 19 568 mètres cubes. Donc vous voyez que la consommation a quand même augmenté sur le niveau domestique de 3,9%. Nombre total d'abonnés, nous sommes en progression de 2,1%, donc 3335 abonnés. Et toujours pareil, on a toujours le même nombre de autres que domestiques.
le slide suivant, l'évolution des fuites. Alors, on constate en fait que sur les fuites, contrairement à l'année dernière, la majeure partie sont sur les branchements. On a 25 fuites, 20 fuites sur les branchements, et sur le nombre de fuites sur compteur, qui est assez énorme, 43 fuites sur 2017. Alors, on constate aussi qu'on a un linéaire soumis à recherche de fuite tout en bas, qui est beaucoup plus bas, 21 442. Je pense que c'est parce qu'ils arrivent maintenant à sectoriser un peu plus, mais il est moins inférieur. Donc, pour le tableau des fuites, on constate qu'il n'y a pas de fuite sur les équipements, il n'y a pas de fuite sur le support, et sur la canalisation, finalement, on n'a trouvé qu'une seule fuite. Donc le slide suivant, alors on arrive au rendement, donc le rendement du réseau de distribution, selon l'arrêté de 2017, on a alors 721 012 mètres cubes, ça nous fait un rendement de 79,6%. Et la loi Grenelle a imposé un rendement minimum pour le réseau de distribution potable qui est de 70,31. Donc 79,6%, alors que sur le contrat qui nous lie à la DSP, l'objectif 2017 était de 85%. Ce qui fait que je pense que Veolia va être pénalisé en 2018, je dirais, à une hauteur de 70 à 80 000 euros. À savoir que sur 2017, la pénalité de Veolia était environ de 45 000 euros. Et là, ça commence vraiment à être un problème, je crois, pour Veolia. Et 2018, le rendement doit être de 87%, donc il faut vraiment qu'ils prennent c'est leur problème, je dirais, mais il faut vraiment qu'ils tiennent compte du problème parce que effectivement ça leur coûte très cher et ça leur pose beaucoup de problèmes. Donc un autre indice de rendement, c'est l'indice linéaire de perte ILP, hein. C'est en mètres cubes par jour et par kilomètre. C'est un indice qui est beaucoup utilisé en fait, par les spécialistes de l'eau. Pour nous, il est moins causant, effectivement, car on demande de 79,6, mais pour les spécialistes de l'eau, c'est très important puisqu'il tient compte de la longueur de la canalisation. Donc 7,30 noté en consommation par comptage. Ah oui, alors si on faisait le ratio je pense que sans les gens du voyage et 7 000 m3, on serait à peu près à presque 81%. Le slide suivant, on revoit donc les courbes. On voit qu'effectivement, on a dégradé par rapport à l'année dernière, hein, puisqu'on avait vu quand même l'année dernière un rendement nettement meilleur. Et alors, j'ai fait un petit, c'est indépendamment du RAD, je l'ai rajouté parce que je l'avais sous la main. Vous savez qu'aujourd'hui, on se passe le transfert de l'eau qui sera effectif. Qui sera une compétence intercommunale le 1er janvier 2020. Donc c'est un transfert est en cours, je crois qu'il y a des comités de pilotage et tout, qui se rencontrent. Alors c'est pas un transfert qui va rentrer dans la crèche, hein, puisque apparemment c'est pas un transfert de charge, c'est-à-dire qu'on prend les budgets de l'eau et ils sont transférés à la communauté. Mais à titre de comparaison, j'ai regardé, alors j'ai pas toutes les villes, parce que toutes les villes ne nous avaient pas encore renseigné, mais vous voyez que c'est un tableau de 2016 hein, quand même, c'est une consommation de 2016. Vous voyez que l'indice de perte était de 5,4 pour Volpénil, et vous voyez que si on compare aux autres villes, c'est relativement pas mal, parce que regardez, Melun et Danemarie sont à un niveau de perte linéaire de 20, qui est 4 fois supérieur. Voici le Bertrand, on a encore d'autres. C'est énorme. Hein. Ouais. Alors, avec Montreux, Oisenon qui est à 0. Il n'y a pas de fuite. Je sais pas, à mon avis, il y a un arrondi là qui va se passer. C'est sans arrondi, c'est déjà qui est à 0. On ne peut pas comparer les réseaux de chaque commune. Oui, bien sûr. Mais voilà, évidemment. On ne connaît pas l'historique de chaque commune. Oui, les Oisenon, ils ont quand même 8 km de route. Alors il y a un autre point de comparaison, c'est le prix. Donc regardez qu'à Volpénil, nous sommes à 2,31, nous sommes plutôt dans la zone basse, puisqu'en fait compte, apparemment, ce levier est inférieur. Après, vous avez des prix qui valent. Il n'y avait pas la surtaxe aussi. Si. La surtaxe. Et alors, c'est pas un renseignement, hein, là, la comparaison est faite sur le prix de l'eau, c'est un renseignement, mais bien sûr, il y a la surtaxe. Et donc, tout ça, c'est pour dire que aujourd'hui, on va
transférer l'eau à l'intercommunalité, on peut penser que la communauté, le premier investissement qu'elle va faire, elle va plutôt sur les canalisations, va plutôt œuvrer sur le Molin, elle va œuvrer plutôt sur Boissy de la Bertrand, on risque plutôt nous d'être en retard. Et c'est un peu comme le prix de l'eau au mètre cube, il va s'harmoniser, on va trouver une moyenne, et ça va être lissé sur 5-6 ans. On constate qu'effectivement, nous, on est en bas, il faut s'attendre effectivement à ce que le prix de l'eau sur le pays monte. C'est mathématique. Ça, il échappe pas. Alors, je vois encore exemple, encore une commune comme Dubié qui va vraiment pas de bonne, parce que eux, ils vont monter et ils vont déjà perdu sur le transfert de la GEMAPI. Mais bon, c'est pas encore Et une autre question qui interpelle, puisqu'on est un peu dans le transfert, nous, par exemple, on va solder le branchement de plomb cette année. Je ne suis pas certain que toutes les villes aient fait leur branchement de plomb. Donc ça veut dire que peut-être que ces branchements de plomb seront pris en charge par la communauté s'il est fou. C'est pas un transfert toute tête, hein. Donc on ne sait pas compte de tout ça. Parce que j'ai une aparté, hein, je suis proche de la. Alors, je vais dire un mot, parce que j'ai une toute petite réserve sur la conclusion de M. Magnassari et puis quelques hochements de tête. La négociation, il y a le cadre légal, sa traduction réglementaire, ensuite il y a la négociation. Le temps long, pour nous, c'est qu'on a fait un contrat de 12 ans. Et contrairement à d'autres politiques, ce n'est pas forcément un rattrapage vers le haut, parce qu'il faudra qu'on ait des éléments de comparaison entre ce que nous avons consenti respectivement en investissement sur de longues années. Moi je le dis ici, avant d'être sur une forme d'universalité et de générosité autour du prix de l'eau. Parce qu'il serait trop facile de dire que ceux qui ont pendant des années consenti des efforts, et notamment en achetant de l'eau à la Société des eaux de Melun, pour être très clair, pour soudainement être dans juste une approche mathématique ou financière pour dire qu'on doit harmoniser. Là-dessus, on aura une négociation dure qui pourra aller jusqu'à la rupture, pour le dire clairement. Et même si la loi encadre tout ça, parce que vous voyez les différentiels de 2,31 à 3,08 hors assainissement, et pour moi, le seul sujet qui vaille, c'est pas juste de regarder un des éléments de la composition du prix, c'est de regarder la question du long terme sur la sécurisation et les investissements à consentir. Rappelez-vous que parmi les éléments de la surtaxe, il y avait la question de la sécurisation de la ressource en eau, puisqu'il y avait un début de provisionnement sur la création d'usines de prélèvement de l'eau dans la Seine, hein, qui devait sécuriser par rapport à la situation des nappes phréatiques. C'est ça qu'il faudra comparer. Parce que j'espère que nous n'allons pas découvrir que les investissements sur lesquels une fiscalité pèse n'ont pas été réalisés ou provisionnés. Parce que dans ce cas-là, pardon de l'expression consacrée, le compte n'y sera pas. Donc je dirais, on a un peu de temps, on y reviendra, on a constitué quelques réserves de précaution et consenti des investissements, mais je sais que la tentation, c'est toujours se dire, on fait de l'harmonisation, et en fait, c'est ceux qui pendant des années ont ou bien négocié, parce que certains ici ont négocié ce qu'on ont fait des efforts qui devraient une nouvelle fois les constater. Oui, je raconte le dernier point aussi, que je crois que vous êtes pratiquement la seule commune à avoir instauré des pénalités sur le rendement. Oui, on est les seuls. Donc voilà, c'était bien aparté. Donc après, l'essentiel de l'année, le plan d'action du gouvernement, c'est une sectorisation opérationnelle, donc ça on l'a déjà vu sur 6 secteurs, hein. Et en plus on fait la sectorisation sous-secteurs. Enfin, les recherches de fuite au gaz traceur, par l'hélium, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Recherche par corrélation ou préconisation de capteurs mobiles, si ça je sais, c'est formidable, c'est la fuite, elle fait un bruit qui se répand sur la canalisation, et il y a 2 capteurs, et donc la première qui arrive au capteur, on constate l'écart. Une fois qu'on a l'écart, on mesure la distance entre les 2 capteurs, on met tout ça dans un algorithme et il nous dit où est la fuite. C'est assez extraordinaire. Je n'ai jamais vu, mais c'est comme ça que j'ai lu le texte. Et aussi, on a des avertissements de la commune à chaque prise d'eau illégale sur poteau d'incendie. Là, enfin, on est vigilant par rapport au VEA et qu'on le signale. Alors, l'essentiel de l'année, on a l'avenant 3, donc les pénalités de rendement. On avait déjà délibéré ici. On a posé des 50 logueurs sur toute la commune. On a même rajouté, puisque le montant était supérieur, on a rajouté.
on avait soldé cette pénalité-là à travers les capteurs, les loggers, on appelle ça des loggers. Proposition d'amélioration, donc il y a toutes les propositions, hein, communes, remplacement des branchements de plomb. Donc on devrait solder les plombs cette année, je crois, en 2018. Donc après, les routes de Livry, rue du Chêne, de voir le changement de canalisation. Rue Herbillard aussi, rue des Mézés et rue Lens-le-Vallon. En tout, on est là pour 1,4 km de synchronisation, de renouvellement de canalisation. Slide suivant, renouvellement des câbles, on va le voir. En 2017, on a renouvelé 110 mètres linéaires, taux moyen de renouvellement de 0,28% sur les 5 dernières années. Alors, renouvellement des branchements plomb. Alors, le nombre de branchements plomb renouvelés en 2017 de 296, il reste à 90 branchements à fin de 2017. Alors, par contre, là, l'estimation de Veolia était à 801 branchements. On est au-dessus. On est au-dessus. Donc là, il y a un reste à charge pour la commune qui sera de 68 200 €. À l'époque, quand on a négocié, je me souviens, on avait essayé de mettre le chiffre qu'avait annoncé Veolia, on avait dit fixons-nous une marge d'erreur, je crois à 3 à 4%. Et au-delà, effectivement, la commune prendrait en charge, mais on n'a pas réussi à le faire passer cet amendement-là. Et donc, en fin de compte, on a 68 200 € à solder pour les branchements. Donc, ça sera fait sur le budget. C'est-à-dire concrètement, pour chacun comprenne, c'est qu'on a changé beaucoup plus de canalisation, parce que la réalité a révélé que notre prévision n'était pas la bonne. Donc, au final, tout ça est sur le plan de la santé publique meilleur. Voilà, ça coûte plus, mais on aura pratiquement changé l'ensemble des canalisations, en rappelant qu'il reste quand même la dernière ligne droite, c'est comme au téléphone, c'est la question ensuite du raccordement du réseau à son propre domicile. Et ça, c'est la charge du propriétaire. c'est la charge du propriétaire, et ça c'est un autre défi et qui pour l'instant n'est pas financé. Pierre, Oui, juste une petite question. bien sûr. Les 68 200 €, c'est surtout le plan de renouvellement. C'est pas que pour 2017. Oui, on clôt, Ah, c'est ça. ça va C'est être lourd, sur ouais. plusieurs années. Très bonne Non, 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 c'est sur c'est le solde de 2018. Ah, c'est le sol. Ouais, D'accord. ouais. D'accord. Là, parce que là, après, en 2019, il y a plus de branchement de plomb, Il y on aura aura plus rien, on aura tout fait. Donc on est On est en avance et on a tout fait, mais c'est un peu plus compliqué. difficile à estimer aussi. Mais je rappelle que le budget annexe dit de l'eau permet de supporter ce surcoût qui est un investissement. Bon, le renouvellement des compteurs. Donc vous voyez, on n'a pas tout le nombre de compteurs remplacés, on a 50%. Logiquement, à la fin de la DSP en 2025, tous les compteurs devraient être changés. Et donc on est en retour de compteurs, normalement on est propriétaire des compteurs en 2025. Mais c'est pas très bon, on va tout mieux. Parenthèse 2018, donc renouvellement des compteurs, programme 2008, donc 256 compteurs sont prévus en 2018. Et la radio relève des compteurs municipaux. Alors par contre sur les compteurs municipaux, on avait instauré avec la DSP un télérelevage. Donc 95% des compteurs sont occupés de Beaulieu. Donc 82 compteurs ont fonctionné cette année. Il y en avait encore 6 qui n'avaient pas de radio relevée, ce qui sera fait en 2018. Et il y avait encore 2 points de dessert non équipés, c'est des modules à poser qui sont posés en 2018. Donc ça c'est au niveau de la on a une télérelève sur tous les compteurs municipaux. Service des clients, taux de réclamation 0,60 pour 1000 clients. Et le taux de respect du délai d'ouverture des branchements 100%. Continuité de service, nombre d'interruptions de service 1. Et donc on rappelle le nombre de données. 3339. Activité clientèle. Nombre d'interventions chez le client 71 en 2017. Nombre annuel de demandes d'abonnement 251. Alors taux de client mensualisé 34,8%. Taux de clients prélevé hors mensualisation 21%. Et taux de mutation 0,6%. L'accompagnement de la précarité, donc Veolia ont des mesures pour les abonnés qui rencontrent temporairement des difficultés. On propose toujours des échéanciers de paiement. Enfin, Veolia propose. Et en outre, propose surtout la mensualisation des paiements. Et pour les situations en personnes en précarité, nous cherchons un partenariat avec les services sociaux, l'utilisation les plus adaptées. Et Veolia conseille également ses clients pour une consommation d'eau maîtrisée, gage de moindre dépenses.
l'accompagnement de la précarité. Alors, vous avez le montant des abandons de créances, 149 € en 2017. Et en total d'impayés, nous avons 11 304 € en 2017, en nette augmentation par rapport à en 2016. À la différence de l'énergie, on ne peut pas couper l'eau. Non. Alors que l'énergie, on peut couper. Voilà l'économie du contrat. Rapidement, le prix du service public de l'eau hors assainissement. Donc vous voyez qu'en fait on est à 2,31, on est sur des chiffres de 2018. Et donc vous voyez qu'ici vous avez la taxe municipale à 0,08. On va se trop. Non, marche pas bien. Bon, à 0,08, vous avez une taxe qu'on va obligé de supprimer. Donc 2,31 €, c'est ce qu'on a vu. Hors assainissement. Et l'économie du contrat, donc le quart, c'est le compte annuel de résultat d'exploitation. Donc les coûts de la délégation ont augmenté de 148 000 € par rapport en 2016. Alors, l'évolution est liée principalement à la hausse de la part d'achat d'eau. Donc là, on s'est renseigné parce que ce n'est pas logique, le débit est à peu près le même. Donc la hausse est due principalement à une reprise de provision de 2015. En 2016, une reprise de provision de 2015, ce qui avait un écart, effectivement. Il était meilleur en 2016 et en 2017, effectivement, on n'a pas cette reprise de provision. Et donc, effectivement, on a un décalage, c'est ce qui explique l'écart. Mais en réalité, la comparaison, elle doit se faire au volume indiqué dans le rapport. La baisse du personnel pour un montant de 38 000 €. Vous voyez, il y a eu du mouvement chez Boyle, parce qu'il y a la partie. La baisse des charges d'exploitation à hauteur de 11 000 €. Et la rubrique perte sur créances irrécouvrables constate les seules créances considérées comme définitivement irrécouvrables. Et donc, alors ça on ne voit pas bien, mais voilà, si on fait le bilan, vous voyez qu'ils sont négatifs en 2017 de moins 59 608 €. Je regarde sur le début, bien entendu. Comparé effectivement à 2016, c'est important. Mais je pense que 2018, si l'écart, s'il n'arrive pas à améliorer le rendement, il est très très pénalisé. Hein, je disais, pour moi c'est de l'ordre de 70 à 80 000 €. Alors 70, quand on aura, on pourrait à la limite payer le plomb avec ça, mais je crois qu'on aura d'autres stratégies. Et là, c'est bien. Voilà pour Parfait, merci. le rapport d'activité. Y a-t-il des questions concernant ce rapport? Ou des questions? Vous avez remarqué, on a un grand défi, mais c'est vrai que la question du taux de rendement est un sujet qui interroge. Alors, nous pensons que pour l'essentiel, on l'a identifié, ça correspond aux consommations d'eau résultant de la présence des gens du voyage sur une longue période, à plusieurs reprises, qui explique en partie, parce que non facturé consommé et non facturé, mais ça fait 80%. Ça veut dire quand même qu'il y a malgré tout une légère dégradation, et en fait le débat qu'on doit avoir maintenant avec le délégataire, du fait qu'il va reperdre de l'argent cette année, c'est de ensemble, et ce sera ça le débat qu'on devra avoir collectivement, est-ce qu'il faut nous juste, entre guillemets, encaisser des pénalités, ou se dire peut-être réinvestir encore sur des outils pour encore améliorer le rendement, ce qui est un peu le sens, au-delà de la consommation elle-même, me semble-t-il, de l'esprit et la lettre de ce contrat. Mais en tout cas, nous reviendrons devant le Conseil pour arbitrer au moment des budgets, puisqu'on aura au moment du compte administratif et du débat d'orientation budgétaire des choix à faire sur l'exécution totale, partielle des pénalités qui pèseront ou non sur le délégataire, ou comme nous avons fait l'année dernière, en investissant davantage dans le réseau. C'est ça surtout les choix que nous aurons à faire collectivement. Je ne sais pas, oui, nous devons voter, Madame la directrice, sur ce rapport. On prend acte, on n'a pas à voter, on prend acte. J'avais juste une question, on a toujours un assistant maîtrise d'ouvrage sur le sujet. Parce qu'il y a un moment, on pourrait se dire, c'est les chiffres que nous transmet Veolia. Donc on a, depuis le début, quand on a signé ce contrat, pris un consultant indépendant
qui nous conseille et suit ligne par ligne l'ensemble des statistiques qui nous sont produites. C'est le même assistant à maîtrise d'ouvrage qui nous avait aidé à bâtir le cahier des charges et aidé aussi dans la négociation. Donc, je vais juste rappeler cette précision. Alors, prolongement de ce qui a été annoncé par M. Malmassari, toujours pour vous, M. Malmassari, donc d'une suppression d'une taxe. Donc, on avait vu un peu sur le tableau du prix de l'eau. Donc, la commune a une taxe de 0,08 € par mètre cube en taxe. Et c'est cette taxe-là qu'on se propose de supprimer, étant donné qu'aujourd'hui, on voit qu'on n'amortit plus grand-chose, puisqu'on a encore un petit peu d'argent, mais ça nous suffira largement sur pas mal d'années, et l'amortissement est moindre, on n'a pas typiquement de fonctionnement, donc on se propose d'annuler cette taxe. Je rappelle qu'on l'avait amené à 0,20 à l'époque quand on voulait faire le branchement de la zone. Enfin, quand on voulait remplacer les branchements plomb, après on a réfléchi, on a intégré le branchement plomb dans la DSP, et on a rebaissé l'eau à 0,12. Et on avait gardé une petite marge parce qu'on voulait le raccordement de la zone industrielle, on voulait financer par le budget eau. On a réfléchi, on a aussi intégré dans la DSP, et on a été revenu à 0,0. Et là, maintenant, on propose en finale de la suppression. Y a-t-il des questions concernant donc, cette suppression de surtaxe, puisque nous avons fini de toute façon les branchements plomb? C'est en volume, c'est l'équivalent quand même de 40 000 €, hein, c'est ça? Oui, c'est 750 000 €. Voilà. Et ça fait, je dirais, M. Malmassari a fait le calcul, ça représente pour un foyer qui consomme 120 mètres cubes par an l'équivalent d'une économie de un peu plus de 10 €. Voilà. Donc, une baisse de la fiscalité sur eux. S'il n'y a pas de questions, je mets au voie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours M. Malmassari sur l'approbation d'une convention pour création d'un groupement de commandes pour les enrobés des routes. D'accord. Donc c'est un projet de signature d'une convention qui permettra de lancer des appels d'offres pour les diagnostics amiante et HAP, alors c'est hydrocarbures aromatiques polycycliques. Voilà ce que ça fait. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, dès qu'on fait des travaux sur les routes, on est obligé de faire du carottage et vérifier si on a de l'amiante dans la partie en dessous. Ça part, on a un sous-traitant qui est le titulaire de la marché voirie qui les fait, qui envoie à un laboratoire, et puis on a le résultat. Donc le SDESM avec le CIGEF, qui est le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France, et le SEY, syndicat d'énergie des Yvelines, ils se groupent, ils essayent d'adhérer le plus grand maximum de communes pour lancer un appel d'offres pour peut-être une ou deux sociétés qui fassent des carottages à demande. Donc on va adhérer à cette convention et donc on attendra ce que donnera l'appel d'offres du marché quand ils lanceront ce marché. Voilà, donc on autorise le maire à signer cette convention et à prendre toutes les mesures d'exécution de la présence des milliards. Donc on n'a pas de tarif, c'est un appel d'offres qui va être lancé par le DES, le comprendre de société. Monsieur Jacob, qui va nous éclairer dans notre jour. Et après donc en adhérant à ce syndicat, on est obligé d'y rester. C'est-à-dire si les tarifs sont les mêmes ou sont plus hauts. Non, mais on signe une convention, voilà, de manière à ce qu'ils aient un moyen de dire, vous voyez, on a tant de communes qui ne font pas la convention, on va faire un appel d'offres, on verra. Alors effectivement, c'est les prix sont plus chers. On garde. Oui. Probablement, je pense qu'on devra avoir des tarifs moins légers. Si on compare avec d'autres groupements de commandes, en général, c'est moins cher. Voilà. Mais c'est moins cher à l'achat, et ça veut dire quand même que ça renchérit désormais le prix de rénovation de route. Parce qu'il faut faire ce carottage, il faut bien que quelqu'un le paie, et si d'aventure il y a de l'amiante, c'est mieux que moi, ça veut dire que le travail pour changer la bande de roulement est plus complexe, et plus coûteux, et plus long aussi, parce qu'il y a, je crois que c'est ça, quand on a de l'amiante, ça se fait en plusieurs séquences. Oui, c'est ça, et puis il y a déjà eu une jurisprudence dessus. Il y a déjà eu une jurisprudence dessus, puisqu'il y a eu
des employés qui ont été malades Oui. suite à des rénovations de chaussées. Donc c'est parti au tribunal et ainsi de suite. Quoi. Oui. Donc il y a des décès derrière. Non, mais en termes de santé publique, bon, il y a la partie comptable, mais c'est quand même nécessaire aujourd'hui pour ceux qui, au quotidien, s'occupent des routes. Et je pense notamment, on a toujours des images en tête l'été, quand certains travaillaient sans masque dans des lieux voilà, qui sont un peu tous étonnés. Quoi, hein. Ok, bon, bah, espérons que ce sera moins cher si, et on le fera, on rejoint ce groupement de commandes. Y a-t-il une autre question? Monsieur François, vous avez la parole. Nous nous posons la question, les entreprises qui nous ont mis ces enrobés sur la voirie, ils participent à quelque chose, ils savent ce qu'ils nous ont mis ou ils sont exonérés de toute responsabilité? Non, là il y a quand même, enfin, je ne suis pas un spécialiste, hein, monsieur Pratola, mais il y a quand même un cahier des charges, je pense au couvert, c'est-à-dire que tant dans la réalisation, je dirais, désormais, on ne peut pas retirer une bande de roulement sans qu'on ait fait ce diagnostic. Ensuite, le transport est réputé contrôlé. Et enfin, quand on fait la bande de roulement, ça répond aussi à des cahiers des charges. Voilà. Mais une fois que je vous ai dit ça, c'est une réponse un peu techno. Mais j'ose croire que les entreprises, elles sont en effet contrôlées. Donc elles font des bandes de roulement. D'abord, j'imagine, par l'inspection du travail et aussi par quelques institutions techniques. Monsieur Jacob. Oui. Il y a quelques années, de toute façon, les entreprises qui réalisaient les travaux, déjà ce n'est pas les entreprises qui réalisaient les travaux, c'est les entreprises qui fournissaient l'enrobé en fait. Et l'enrobé, il y avait des concassés dedans, donc il y avait un peu de tout dedans. Donc il y a des matériaux amiantés qui étaient dedans. Et donc les chaussées ont été refaites comme ça. Donc l'amiante, elle est dedans, elle est existante. Le problème qui se pose, c'est quand on enlève cette chaussée, toutes les poussières amiantées en fait viennent sur le corps humain, enfin à l'intérieur surtout. Et donc les fibres se déposent sur les poumons. Donc c'est là-dessus qu'il y a quelque chose. Mais l'entreprise qui a effectué les travaux, en fait, elle n'est pas pour grand-chose. C'est une entreprise d'enrobé qui fabriquait l'enrobé, qui aurait dû contrôler. Mais à l'époque, la France est l'une des dernières à avoir interdit l'amiante. Donc voilà, le problème il est là. Maintenant il y a des contrôles sur tous les travaux de chaussée, sur tous les travaux à l'intérieur des bâtiments, surtout sur l'amiante. Mais à l'époque, non, il n'y avait pas de contrôle et on a laissé faire. Donc, oui, je vous en prie. Nous considérons qu'il y a quand même au moins une responsabilité morale. Je pense qu'il faut quand même les interroger, ces entreprises. S'ils existent encore. Oh, ils existent encore. Enfin, nous, chez nous, ils existent encore. C'est ça. Sur la commune, ils existent encore, ou dans l'agglomération, ils existent encore. Il n'y en a pas 50. Oui, mais après, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas des normes qui changent aussi. Par rapport à c'est souvent ça, hein, parce que je pense que les normes changent et ça les oblige à faire des investissements pour continuer à rester dans les normes. Pour ça, ils sont taxés sur ce qui pollue. Je crois que l'amiante a été interdite en 1994 de mémoire, donc c'est récent en France. Je rappelle que nous-mêmes, progressivement, on est en train de retirer, si on prend le cas récent de Beauvais-Gantier, aussi une des motivations, ça a été de retirer le fameux préfabriqué qui est dans la cour. Et je vais vous donner juste un chiffre, que chacun prenne la mesure. Pour le désosser, je ne sais pas si c'est le bon mot, et parce qu'il y a de l'amiante sur le toit, c'est 80 000 €. Et c'est une technique, c'est du temps pour le retirer. Hein. Et donc, il nous reste encore, je crois, dans les équipements communaux, il reste la propriété qui est rue des Ormesons. On est en train de faire évaluer sa destruction, parce que là il y a aussi en cœur de ville un toit de l'ancienne menuiserie qui doit comporter de l'amiante. Et puis, vous voyez d'autres équipements, je n'en vois pas. Les autres préfabriqués sont plus récents, hein, monsieur Laroccola. À Rouchon. Et Rouchon, non, alors je parle avec précaution, je pense que ce sont des préfabriqués beaucoup plus récents. Qui ne sont pas faits de la même facture. Si je prends Rouchon et Gaston-Dumont, ils sont plus récents. Celui-là, c'est vraiment, je crois, de la tôle. Et il n'y a pas, en fait, vous savez, c'est le fameux goudron. Fibre aussi. Oui, c'est ça, fibre. De la fibre qui était mélangée. Moi, j'appelle ça le goudron qui était sur le toit de ces bâtiments. Donc,
Alors, je pense tout à l'heure des hommes de l'art, mais je crois que dans la commune, à part Beuve et Gantier, je ne sais pas si vous avez d'autres lieux où. Bon, j'en vois pas d'autres, mais on va vérifier quand même, mais quasi certain que sur les préfats, comme on dit, ils sont plus récents. Hein. Ils sont pas tout récents, mais un peu plus récents. Juste pour un ordre d'idée pour rejoindre M. le maire. Moi, je faisais du chiffrage, j'en faisais du désamiantage. Sur une canalisation de 3 mètres de long, dans un faux plafond, je prenais 9 000 €. Pour à peu près, on va dire, 4 heures de travail à deux personnes. Ça fait mieux que la pizzeria. Mais on n'est pas dans la poche. Voilà, bon, c'est contraignant, mais c'est légitime et nécessaire d'aller dans cette voie, et c'est pour ça que ce groupement d'État du hasard, c'est que toutes les communes se sont rendues compte. Nous, on a été, M. Tafoureau me dirait mieux que moi, on a été sensibilisés sur cette exigence, je crois, il y a 2-3 ans. Fait que les récentes routes qui ont été rénovées ou modifiées ont intégré cette nécessité du carottage obligatoire. On doit produire même un certificat sur la présence ou non d'amiante. Donc, et je crois qu'on n'en a pas, il me semble qu'on n'en a pas sur la rue de la Libération, enfin, pendant le département, parce que c'est lui qui a supporté l'investissement. Mais si je prends les autres routes qu'on a fait l'année dernière et en nombre, on n'a pas eu d'incidence qui aurait été liée à la présence d'amiante. Hein. Voilà. Il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours et enfin, M. Malmassari, sur le protocole transactionnel avec la société GPCI et la commune concernant le cinéma. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on a un accord avec un prestataire pour la gestion du cinéma. Et auparavant, on avait signé en 2017 un accord avec la société GPCI, un accord qui lui confiait une pré-programmation du programme cinéma. Donc aujourd'hui, vu qu'on n'en a plus trop besoin, on a conclu une séparation à l'amiable. C'est une séparation à l'amiable, mais suivant le contrat, qui nous coûte effectivement 3 600 € de 6 mois de redevance et 400 € de frais de gestion, qui nous fait donc en TTC un montant de 4 800 €. Une indemnisation pour retour de contrat. En fait, pour être encore plus précis, c'était une société qui accompagnait notre programmateur pour bien comprendre les marchés, les films qui étaient sur le marché, et nous aider aussi à négocier avec les distributeurs. Hein, voilà. Mais désormais, vous voyez, avec le nouvel opérateur, les films arrivent plus tôt, parce qu'on est dans un réseau plus large. Voilà. C'est comme les bonnes commandes. Là, plus on est nombreux et plus de salles on a et d'écran à offrir, plus vite on a les films. Je ne dis pas de bêtises, monsieur le ministre. C'est tout à fait vraiment ça. Y a-t-il des questions concernant donc cette transaction, enfin cet accord transactionnel? S'il n'y en a pas, je mets au voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 5 abstentions, je vous remercie. Monsieur Reyes, vous avez la parole sur donc 3 délibérations qui sont actuellement liées, correspondant à un projet que nous portons rue de la Brouette. Vous avez la parole, monsieur Reyes. C'est 3 délibérations qui font suite à la délibération du mois de mai 2018, où on avait voté un appel à projet sur le terrain au dit de la Brouette, qui sort. Il y a le plan normalement. Vous avez le plan? Oui, où ça, après c'est en bout de la rue de la Brouette, juste avant le rond-point, le dernier rond-point de la Buissonnière, et à côté de la petite baraque des tankers. Il y a aussi des antennes avec des paraboles. Donc il y a une espèce de friche là qui n'est pas entretenue. Il y a un chemin qui est difficile, pas ressort, ça n'est pas un chemin courageux ou pas, parce qu'il y a des ronces, c'est boueux, c'est mal foutu, qui permettait de joindre la Brouette jusqu'au la coulée verte qui est derrière. Mais on ne peut aller nulle part parce que tout a été élaboré pour les nomades et on ne passe même pas à bicyclette. J'ai essayé. Donc la première étape, première délibération consiste à désaffecter, désaffecter la parcelle AR 114P, P c'est pour provisoire, le numéro, d'une surface à peu près 4500 m². Donc on demande de voter la désaffectation de cette surface. Vous savez que si elle est affectée, on ne peut pas la vendre. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle sert à quelque chose, mais bon, on désaffecte par principe
le contrôle de la légalité est de plus en plus pointilleux sur nos délibérations. On a eu déjà des exemples par le passé. Donc on fait tout, ça coûte rien. Si vous entendez, chers collègues, je propose que M. Reyes déroule sur les 3 délibérations, même s'il nous faudra les voter les 3. De sorte qu'ensuite, s'il y a un débat, on l'aura sur l'ensemble si vous entendez. Merci. De toute façon, la troisième ne pourra être votée que si on a voté les 2 premières. Donc la deuxième, il s'agit de déclasser la même surface, c'est 4500 m², puisque vous savez, on n'a pas le droit de vendre quelque chose qui appartient au domaine public. Donc on déclare pour le faire entrer dans le patrimoine privé de la mairie. C'est exactement la même. On retrouve aussi la deuxième. Et enfin la troisième, c'est la plus fournie dans la délégation. Donc on a reçu donc, des offres pour ce projet. On avait consulté les domaines qui avaient affecté à 525 000 euros par mètre carré le prix qui nous conseillait à 10% près, plus et à moins. C'est comme ça qu'on voit avec et sous la condition que cette zone, qui actuellement est une zone UV, passe en zone UE. Chose que nous voterons, j'espère, au prochain conseil municipal ou très près de la modification numéro 3 du pays. La publicité a été faite, comme on l'a répété, on l'a dit, sur la République et sur le site de la ville. Il y a eu une commission ad hoc, c'était la commission patrimoine, qui a examiné les dossiers, qui a donné un avis. Donc, on a été sensible effectivement au prix. On a choisi donc le prix qui correspondait pratiquement à 2 000 € près au montant du domaine. Ensuite, le projet est assez sympa aussi. On a vu qu'il voulait maintenir un espèce de petit chemin cheminement qui aurait permis de remplacer ce chemin qui était inexistant et qui permettait de rejoindre le sentier des 3 Rhodes. Vous avez peut-être emprunté, qui démarre du parking et qui va jusqu'aux femmes. On a rempiré, qui est très praticable actuellement, que des gens du femmes utilisent. Alors qu'est-ce qui reste? Je crois. Oui, alors le plus important, c'est ça, oui. C'est que le lot a été donc attribué, le projet qui a été retenu, c'est le projet de la SARL Saint-Pierre, qui donc, suite, si on vote cette délibération, donc nous fournira un projet maintenant complètement détaillé, que nous examinerons à la loupe, puisque je vous rappelle que c'est quand même nous qui signons les permis de construire. Donc on va essayer de faire quelque chose de qualité. Le prix, c'est 470 000, alors bien sûr il manquera 2 500 € par rapport aux 10% évalués par les domaines. Alors, les domaines, il ne faut pas non plus les prendre à la lettre, c'est indicatif parce qu'ils se déplacent de moins en moins. Et puis ils finissent toujours leur estimation et on laisse à la commune de faire le choix le mieux adapté à sa situation. Ça veut presque tout dire. Donc je vous demande, si vous voulez bien sûr, de voter cette délibération qui ne peut être votée que si on a déjà voté les 2 autres. Si on ne vote pas les 2 autres, on ne peut pas avoir. D'accorder donc la SARL Saint-Pierre au prix de 470 000 €. J'y arrive maintenant. Et de demander à monsieur le maire, bien noté, de pouvoir signer, puisqu'on s'est fait alpaguer l'autre fois parce qu'on n'avait pas mis. Donc c'est le terme exact. Voilà, on va passer aux questions d'abord. On peut aller promener si vous voulez sur place, il n'y a pas de lumière, mais je vous laisse passer. Merci M. Reyes. Je propose en effet, après cette présentation, éventuellement répondre aux questions, débattions s'il y a lieu sur ce projet dont on a parlé plusieurs fois. Donc je rappelle qu'il y avait une commission ad hoc, extraordinaire, où toute la majorité comme opposition était représentée. On a procédé à des délibérations assez ouvertes. Donc voilà, mais s'il y a encore des questions, elles sont les bienvenues. Je précise qu'en fait, elles s'inscrivent dans une réflexion plus globale, mais qui prendra un tout petit peu de temps parce que c'est aussi une manière de repenser un jour cette entrée sur la buissonnière qui, vous le savez, terrible et disgracieuse, parce qu'il faut freiner les intrusions des gens du voyage. Nous devrions arriver prochainement à la régularisation de la situation de la communauté avec la création d'une aire de grand passage. Il y a ici quelques élus, je pense à Mme Heuillet, Mme Moreau, Mme
Savouchon qui ont bataillé hein, sur ces questions. On est, je pense, sur le point d'aboutir. Sans trahir de secret, je crois que la négociation n'a pas encore, sur le plan financier, abouti avec l'agriculteur, ce qui me fait dire que tout ça va prendre 2 ans. Donc la règle prudentielle aussi pour nous, c'est de ne pas faire des investissements si très vite on résolvait la situation qui nous permettrait d'avoir des outils juridiques pour des éventuelles expulsions. Mais comme vous le savez, il y avait un projet pour Nourrissel, mais je ne présage pas des futurs débats, qui était de construire un portique cylindrique, vous savez, avec, comme ça qu'on dit, mais c'est tout de même un investissement lourd, hein, c'est de l'ordre de 100 000 €. Donc vous voyez, c'est pas une petite affaire. Donc c'est vrai que les rochers sont pas beaux, de temps en temps certains rayent leur voiture, mais ça nous a permis jusque-là d'échapper à quelques intrusions. Voilà. Maintenant, comme dit M. Reyes, ce qu'il faut veiller, c'est l'intégration parfaite de ces quelques maisons pour qu'ils soient en harmonie avec le reste et en préservant surtout, alors le prix, comme a dit M. Reyes, il est un peu moins, mais je rappelle que le promoteur va aussi faire de la voirie qu'il devra supporter pour desservir à l'intérieur. Et puis il faudra qu'on veille surtout à la végétalisation. On a souvent parlé entre nous, et notamment sur les expositions nord-sud, il y a un débat qui n'est pas complètement tranché, et de veiller à ce que ceux qui aujourd'hui vivent aient quand même encore un espèce de sas naturel pour ne pas subir, non pas leurs voisins, mais le quotidien de ce qu'est un voisin qui a un jardin et qui fait un barbecue à défaut d'avoir une motocross. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de... Je vais mettre respectivement en voie les 3 délibérations. La première porte sur la désaffection de la parcelle. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité. Sur ensuite le déclassement de la parcelle. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité. Et enfin sur la cession de la parcelle au prix donc de 470 000 €. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Nous vous remercions. Monsieur Mamassari, toujours, c'est votre soirée. Parlez-nous un peu de la modification du tableau des effectifs. Oui, donc il s'agit d'un agent qui a eu le succès d'un agent au concours interne de l'éducateur territorial des activités physiques et sportives. Donc par ce fait, on supprime son poste d'agent d'animation à temps complet, qui était de 35 heures par semaine, pour créer un poste d'éducateur des activités physiques et sportives à temps complet, 35 heures par semaine. Voilà, c'est une grande fierté, il s'agit d'Aude, qui est connu et reconnu dans cette ville. Moi qui vais à la gymnastique des retraités tous les mardis matins, il y a certains que je ne vois plus en ce moment. Voilà, il y a une énergie débordante et je voudrais ici, comment faire les autres, saluer la féliciter pour cette réussite. Alors, comme c'est tradition, je vais procéder au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? 5 abstentions. La délibération est adoptée. Monsieur Mamassari, comme c'est une tradition, si nous devons éventuellement adopter la convention unique annuelle avec le centre de gestion de la fonction publique. Oui, donc c'est une convention annuelle qu'on signe tous les ans. C'est le centre de gestion, le contenu des missions optionnelles que le centre de gestion de la fonction publique territoriale propose aux collectivités affiliées et ou non affiliées dans leur département. Donc ce sont des prestations sur les avancements de carrière, les assurances de chômage, formation de retraite, sur le statut des employés, et aussi des missions d'inspection sur la santé et sécurité, sur les accidents de travail, sur les conventions. Enfin, c'est tout un catalogue. C'est des tarifs qui sont proposés aux collectivités. Donc je vais demander d'approuver la convention. Merci monsieur Mamassari. Y a-t-il des questions? On souvent vu cette délibération chaque année. Ah, vous avez une question madame? Sur laquelle? Non. Je vais donc envoyer des voix contre, des abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Et puis ça ne vous aura pas échappé, dans un mois il se passe quelque chose. C'est important, c'est Noël. Et on s'est dit que ce serait bien qu'on renouvelle l'opération chez Cadoc. Donc on se propose des élections chèques Cadoc, la liberté de choix en famille. Donc d'acquérir 170 chèques Cadoc d'une valeur faciale de 25 €, plus 18 € de frais de gestion et de port. C'est un total de 4 268 €. On vous les attribuer aux enfants du périmètre. Et comme l'a rappelé notre directrice générale, on a un problème, c'est qu'on a 183 enfants. Mais rassurez-vous, comme il y avait un petit solde
de l'année dernière, donc nous pourrons satisfaire l'ensemble des quand même 183 enfants, c'est pas mal. Et mon rêve, c'est qu'il y en ait encore un petit peu plus. Enfin, c'est un peu maladroit de le dire aussi, mais chacun aura compris. Donc je mets au voie pour le chèque cadoc. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité? Merci, monsieur. Madame Détens, je vous donne la parole pour nous parler d'une nouvelle capacité d'accueil pour un enfant à Françoise Dolto. En réalité, il s'agit d'un renouvellement d'une convention déjà existante pour accueillir un enfant porteur de handicap au centre de loisirs Françoise Dolto. Donc, de ce fait, cette convention est établie entre l'association des filles autisme et la commune de Volpénil afin de définir les conditions d'intervention des personnels de l'association en qualité d'auxiliaire de vie auprès de l'enfant concerné pour permettre son accueil dans ce centre de loisirs dans les meilleures conditions. Les parents, l'association et la commune de Volpénil ont donc décidé d'accueillir l'enfant dans un premier temps les mercredis matin de 9h30 à 11h30. Son inscription se fera au préalable auprès du service inscription de la commune, en sachant qu'un intervenant de l'association sera affecté à ce dispositif d'accueil. Je vous remercie. Merci Madame Détens. Y a-t-il des questions concernant donc cette renouvellement de convention? Voilà, c'est une association que nous connaissons bien. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité. Nous avons épuisé les sujets à l'ordre du jour et comme c'est tradition, je voudrais partager avec vous quelques questions diverses et remerciements. D'abord une lettre donc, du président de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau qui en fait est adressée à Madame Monin, mais qui voulait remercier chaleureusement, je vais dire pour l'essentiel ces dames qui cousent, tricotent et s'animent autour d'un chocolat ou d'un thé chaud, puisque les élus de Fontainebleau comme nous, Madame Miek aura l'occasion d'en dire un tout petit mot un mot tout simplement, ou deux, voire trois, sur les commémorations. Et en fait, ils ont pris l'initiative en direction des jeunes qui s'appelait Journée Oxygène. Et puis grâce à un projet intergénérationnel mené par la ville de Volpénil à la recherche de nos produits, et bien, avec les animateurs, elles ont produit des petites poupées. Voilà, et à ce titre, donc, le président du pays de Fontainebleau, j'aimerais vous remercier. Nous parlions tout à l'heure des installations ici des gens du voyage. Oui, une bonne nouvelle, parce qu'on avait un petit peu bataillé, mais je veux souligner ici le soutien de la communauté d'agglomération. Il faut la souligner et la saluer parce qu'elle est au rendez-vous. En fait, les dernières intrusions de l'année écoulée avaient coûté à la commune, avec bien sûr force, preuve et appui, 7 695 € en consommation d'eau et autres dégradations. Et la communauté d'agglomération donc, va nous verser, nous rembourser la totalité de ce que la commune avait dû supporter. Et tout ça sera inscrit dans le budget de l'année prochaine, peut-être, ou cette année, sur la peut-être cette année, non? Cette année, non. Voilà. Ah, donc voilà. Donc, en notre nom, je remercierai la communauté d'agglomération pour ce remboursement à l'euro de ce que nous avions dépensé. Nous avons aussi quelques remerciements qui nous ont été reçus. D'abord de nos amis de la FNACA, à travers la signature de son président, qui voulait remercier le conseil municipal pour le repas qu'ils ont partagé entre anciens combattants, et remercier et saluer Madame Miek pour sa présence habituelle et fidèle lors de ce repas. Je ne sais pas s'il y avait d'autres élus, si j'en ai oublié, il y a Madame Moreau, Madame Auchon, donc je vais tirer l'oreille au président Gillet en lui disant que... et Madame Moreau. Donc je dirai, Monsieur Gillet, je sais que vous adorez Madame Miek, mais il n'y a pas que Madame Miek dans la vie. Et je dirai aussi au président Gillet que Madame Miek ne prend pas de thé à la fin. Bon voilà, je lui dirai avec respect et affection. Je sais qu'il y a un de ses représentants illustres aussi qui ne manquera pas de vous dire qu'il n'oublie pas les autres élus. On a aussi, et ça c'est un message, mais je me demande si je n'avais pas déjà parlé, mais pour Martial de Gaulle et ses équipes, puisque je ne citerai pas là. Monsieur nous a remercié, puisque vous l'avez peut-être vu dans le reflet, il y a une action assez volontariste qui est menée
en matière d'enlèvement des véhicules qui ventouses ou épaves. Je pense que ton couvert martial, je crois qu'on a dépassé entre 50 et 60 véhicules. Il doit en rester 13 véhicules, voilà. Et on en a fait 3 hier. Et 3 hier, notamment rue Curie, si je ne m'abuse. Rue Pascal. Voilà. Et donc voilà, c'est une action qu'on a décidé de mener parce que beaucoup de nos concitoyens nous interpellaient sur toutes ces voitures qui semblaient abandonnées, mais surtout c'était le parking qui est derrière la résidence Saint-Marc au droit de la rue, angle Herbillard et rue Thierry-Marie Curie. Et là aussi, ils nous remercient parce qu'on a fait un peu de ménage et puis réinstallé l'éclairage. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines pour y être rendu, c'était un peu misérable, si je peux employer ce terme. Et c'est grâce à la vigilance d'un de nos concitoyens que nous avons pu agir avec efficacité. J'en ai terminé avec l'ordre du jour et les questions diverses. Et s'il y a des questions au sein du Conseil, elles sont les bienvenues. Peut-être Madame Niec, un mot s'il vous plaît. Ah non. Madame Niec, je vous donne la parole, parce que ce n'est pas fini, comme dirait l'autre. Exactement, merci Monsieur le maire. Alors je pense que tout le monde a pu effectivement se rendre compte que le cycle commémoratif qui était commencé en fait depuis le 12 octobre et qui s'appuyait sur un ensemble très complet, puisqu'il y avait toute une partie culturelle qui a été d'ailleurs fort appréciée, puisque je pense au spectacle des oratorios, ça a été vraiment une très très belle réussite, avec une participation remarquable des jeunes élèves de l'école Gaston Dumont qui a fait un travail exceptionnel, mais aussi un travail qui a été exposé à l'Arcature, qui n'est encore plus que pour quelques jours, puisque ça se termine ce dimanche, donc c'est vraiment urgentissime pour ceux qui n'auraient pas pris le temps de le voir soigneusement, de pouvoir s'y rendre. Ça mérite d'être vu avec attention et puis de prendre son temps pour explorer l'ensemble des divers panneaux qui ont été réalisés. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vu, ils ont sûrement repéré qu'il y avait un travail effectivement qui pouvait aller des écoles primaires, collèges et lycées. C'est vraiment un travail complet sur l'ensemble des établissements scolaires de la commune. D'ailleurs, ce qui a valu une labellisation éducation nationale, ce qui est quand même assez rare pour être signalé. Et puis, bien entendu, la partie commémorative qui ne vous a pas complètement étonné. Elle a commencé samedi dernier avec l'inauguration de la plaque bilingue devant le château. Le temps n'était pas tellement au rendez-vous, mais par contre, le public était au rendez-vous. Et malgré cette difficulté, il y avait vraiment du monde. Et il y avait dimanche, bien sûr, une cérémonie du 11 novembre qui a été tout à fait de haute qualité, avec un public qui dépassait les 500 à peu près. Et oui, à peu près, on a fait une petite comptabilisation. Et je dois souligner vraiment de façon appuyée la participation des jeunes élus, tout fraîchement élus, qui venaient à peine, qui avaient quelques jours à peine de préparation du conseil municipal d'enfants et des jeunes, et qui ont été d'un dynamisme, d'une efficacité tout à fait remarquable. Alors on peut imaginer que pour les autres commémorations, ils seront déjà tout à fait préparés. Ça a été pour eux un excellent démarrage et ils ne se sont pas laissés surprendre ni par l'émotion, ni par la foule, rien, ça a été impeccable. Et puis, je pense que tout le monde sait et que vous avez tous bien noté dans vos agendas que ce samedi, donc dans 3 jours, nous terminerons le cycle commémoratif par une cérémonie un petit peu inhabituelle, puisqu'elle nous permettra de commencer à engager le travail de restauration des tombes allemandes qui sont situées dans le cimetière de Volpénil, comme dans quelques cimetières de Seine-et-Marne, 82 en tout. Et par contre, ce que je dois tout à fait souligner, pour ça que je compte sur votre présence de manière insistante, parce que nos amis allemands de Schubert-Lingen vont faire l'aller-retour dans la journée. Je pense qu'il serait complètement incorrect de notre part de les laisser, avec les difficultés qu'ils risquent d'avoir, prendre des risques pour pouvoir les laisser pratiquement seuls au niveau de la cérémonie. Il faut vraiment qu'on soit en nombre pour les accueillir de façon convenable et être à leur côté pour marquer par cette cérémonie un petit peu particulière la volonté que nous avions au niveau de la commune de terminer ce cycle commémoratif par un état d'esprit ouvert sur la réconciliation, sur la paix. C'était vraiment l'objectif que nous nous étions donné, qui avait retenu l'attention de la préfecture l'an dernier. Voilà.
Je rappelle qu'il y a un best-seller aussi qui existe, parce que Colette nous en parlait, qui a été écrit à 4 mains. À 4 mains, voilà, nous avons tiré à 500 exemplaires. Et je voudrais à ce titre, je le fais rarement, mais saluer l'action des cérémonies, des services techniques, et puis ne rougira pas, mais aussi saluer toute l'équipe de la communication, et son directeur ou premier chef, à la fois en amont, sur le soutien et le sens qui a été donné aux articles, qui à mon avis ne sont pas faits de hasard sur la lutte en monde. Et une petite spéciale dédicace pour une de ses collaboratrices qui a mis en forme le livre. Merci Patricia de le montrer. Moi ça y est, je l'ai lu, j'ai dit à Colette que j'avais quelques questions à lui poser et à sa co-auteure, parce qu'il y a 2-3 trucs où... Voilà, mais ça sera l'occasion d'une séance un petit peu privée. Donc merci Fabrice de transmettre M. Boulard à vos équipes, toutes, il y en a même d'autres qui sont ici. Et je suis impatient de découvrir le petit film, notamment du samedi en présence de nos amis anglais. Voilà. Je me régale à chaque fois des quelques films que nous découvrons, parce que c'est une évolution que je veux souligner ici. L'image animée commence à prendre une place importante dans la communication et la valorisation modeste de nos politiques publiques. Donc merci, mais j'avais une question quand même à l'amener, parce que, comme vous y avez invité, j'ai pris le temps. Mais j'ai pas tout vu. Donc ma question c'est, que va devenir cette exposition? Peut-elle avoir une autre vie dans d'autres lieux? Parce que la scénographie, pardon de le dire ainsi, elle est réussie parce qu'elle est simple. Et c'est un peu comme quand on avait organisé l'expo au château. J'avais comme un sentiment de frustration en me disant, zut, donc voilà, moi j'ai une question, on va peut-être pas la résoudre là. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on devrait peut-être partager avec d'autres? Ça vaut le coup parce que c'est un énorme travail, de belles factures. Donc voilà, j'ouvre cette question. Si je peux me permettre de répondre partiellement, c'est vrai qu'on y a déjà pensé, parce que effectivement, le travail est de belles factures, de qualité, et évidemment, quand on s'est rappelé le succès qu'avaient eu les fameux carnets poilus qui ont réalisé en 2014, qui ont été exposés l'an dernier, aussi bien au collège qu'à l'Arcature, ça a eu un retentissement assez important. Donc, à partir de ce constat, on y a déjà un peu réfléchi, on n'a pas encore trouvé la solution idéale. C'est vrai que le lycée voudrait récupérer pour le moment le travail qu'ils ont réalisé. Je pense que vous aurez certainement l'occasion, si vous ne l'avez pas encore fait, de l'admirer, mais il va de soi que la suggestion de M. le maire, on en a déjà discuté parce qu'elle nous est apparue comme nécessaire, parce que c'est vrai que donner du sens aux commémorations, ça peut s'appuyer sur beaucoup de choses. Et le travail des jeunes, pour nous, avec cet état d'esprit de mettre en lumière certains aspects, notamment l'expression des femmes, notamment les gueules cassées, c'est des éléments qui sont quand même très forts et qui peuvent laisser toute une construction dans ce que nous souhaitons, la construction du citoyen. C'est quand même l'objectif que nous souhaitons mettre en avant. Donc ce travail qui a été réalisé aussi dans la durée, de façon très collective, et c'est des éléments qui ont fédéré des classes, des groupes. Ça a permis des fonctionnements aussi qui s'appuyaient sur un esprit de responsabilité, de citoyenneté. Il est évident qu'il ne faut pas le perdre. Je pense que les occasions de pouvoir l'admirer à nouveau peuvent se représenter sans problème. On a quelques idées à ce propos. Là, je suis allée voir une exposition beaucoup moins riche, mais il y a des éléments que je piquerai volontiers. Donc une seconde vie et il y a les UFA. Les instituts de formation des maîtres. Je vais faire un compliment, je trouve que c'est une excellente idée. Tout à fait merveilleux. Ouais, c'est une excellente idée pour ceux qui... Mais c'est en Est-ce qu'il y a d'autres questions d'intérêt général ou particulières que vous souhaitez évoquer? Il y en a deux. Donc, la séance est donc levée comme une tradition.